La transparence alimentaire est un sujet qui préoccupe de plus en plus les consommateurs et les consommatrices à travers le monde. En France, les Nutri-Score, Planet Score, EcoScore, l'indice SIGA ou encore les labels rouge, bio ou biocohérence nous fournissent chacun une idée du taux de transformation, des valeurs nutritionnelles ou du respect du bien-être animal associé à un aliment. Par ailleurs, les technologies ont permis de développer des solutions pour répondre à ce besoin de transparence comme Open Food Facts, une base de données de produits alimentaires surnommée le Wikipédia de l'alimentation. Cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Caudron reçoit Pierre Slamiche, directeur produit d'Open Food Facts, pour faire la lumière sur les labels et comment les décrypter pour en faire le meilleur usage possible. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. Avec Open Food Facts, vous êtes précurseur sur la transparence alimentaire depuis 2012. Pourquoi s'être lancé dans ce vaste sujet ? Alors, on peut commencer par quelque chose de très simple. Je vous propose de fermer les yeux et de s'imaginer en 2014, en 2015, vous êtes dans un supermarché et vous imaginez un monde où il n'y a pas encore le Nutri-Score. Donc, quand vous vous baladez au rayon des céréales de petit déjeuner, vous avez des tigres, des grenouilles, etc. Et pour choisir les céréales du petit déjeuner, c'est très complexe. Il faut prendre le paquet, le retourner, voir un tableau long de 5-6 cm avec des choses que moi, personnellement, je n'ai jamais comprises, et faire ça 36 fois, répéter le process 36 fois, pour espérer pouvoir choisir les meilleures céréales. Et donc, Open Food Fact, en fait, c'est partir de ce constat en 2012 qu'il n'y avait pas d'informations librement disponibles sur les produits, qu'il n'y avait aucun moyen de vraiment les comparer simplement. Et donc, on s'est mis à collecter de manière collaborative avec quelque chose qui émergeait, c'est-à-dire les smartphones à l'époque, une application mobile. On a créé le concept de l'application mobile collaborative. Et on a commencé à prendre des photos des ingrédients, de la nutrition et de toutes les informations intéressantes qu'on pouvait trouver sur les emballages pour les mettre dans une énorme base de données participative. On nous a surnommé le Wikipédia des aliments et on a commencé à calculer un certain nombre de choses. Donc à l'époque, c'était les feux tricolores britanniques. Et puis un jour, on a vu un truc qui s'appelait le score 5 couleurs, fait par un professeur français, le professeur Hackberg, qui est notamment le père du manger-bouger. Et on lui a demandé la formule et on s'est mis à le calculer sur 10 000 produits à l'époque sur Open Food Fact et c'est devenu disponible dans l'application mobile. Donc on a pu commencer dans les magasins, au lieu de faire toutes ces étapes compliquées, à pouvoir scanner le code barre et à avoir le Nutri-Score en un instant sur les produits. Et Open Food Fact a grandi comme ça, avec une symbiose où on a permis de démocratiser le Nutri-Score avec des passages médias, etc. Et le Nutri-Score s'est répandu. Les premiers producteurs, comme par exemple Fleury Michon, s'y sont mis. Et quelques années plus tard, en 2017, la loi santé. Et le Nutri-Score devient le score officiel de la France. Officiel, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que ça reste une démarche volontaire des producteurs. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Donc, Nutri-Score. On a ensuite, en 2019, lancé le Nova. Donc, c'était quelque chose qui existait depuis 2017, en vérité, qui avait été inventé par le professeur Montero sur les aliments ultra transformés qui posent des problèmes de santé. Et puis, enfin, en 2021, grâce aux données d'Agribalyse de l'ADEME, on peut lancer l'EcoScore, donc l'impact environnemental des produits. Et là, c'est quelque chose que les gens nous demandaient depuis 10 ans quasiment. Donc, des méthodologies qui sont toujours scientifiques, ouvertes, ça c'est très important, ouverte et transparente, où on sait les critères qui viennent en entrée et qu'on peut expliquer le calcul de la note. Alors justement, si on parle de Nutri-Score, dont la deuxième version va sortir prochainement, l'EcoScore qui informe sur l'impact environnemental du produit, autant c'est important d'informer les consommateurs, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre un peu les consommateurs, d'autant qu'il existe des indicateurs concurrents comme Planet Score ou l'indice SIGA. Comment s'y retrouver par rapport à tout ça ? Alors, il faut partir déjà du constat qu'un produit, c'est quelque chose d'incroyablement complexe. Ça a l'air simple, un yaourt, une côte de bœuf, des lasagnes à bolognaise, ça a l'air simple. En vérité, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'une côte de bœuf, par exemple, ça émet 20 kilos de gaz à effet de serre pour chaque kilo de bœuf produit, consommé. Et un bœuf, du coup, ça va être très problématique pour la planète. Par contre, d'un point de vue santé, c'est plutôt bien noté. Même si le PNNS recommande quand même de limiter l'apport de viande rouge hebdomadaire. Donc voilà, il y a déjà l'environnement et la santé, et donc l'éco-score et le Nutri-Score qui sont en contradiction. Après, il va y avoir par exemple des produits ultra transformés qui vont avoir un impact environnemental qui est modéré, ou au contraire des produits peu transformés, donc à nouveau la viande, mais qui vont avoir un impact environnemental élevé. Donc
on peut pas amalgamer tous les scores sur l'emballage parce que sinon après ça pose des problèmes de par exemple le bien-être animal va compenser le fait que ça reste du bœuf, etc. Donc il y a quand même ce côté important à avoir en tête. Et puis après, on a effectivement lancé sur Open Food Fact des scores qu'on avait trouvé d'équipes de recherche mondiale, donc le Nutri-Score. Le Nova, en 2017, on avait vu les travaux du docteur Montero, SIGA étant une dérivée en fait de Nova. Mais après, il faut bien voir d'où viennent les scores. C'est-à-dire que typiquement, SIGA va avoir ultra transformé gourmand, ultra transformé équilibré, ce qui pose quand même un peu de question quand on sait que l'ultra transformation, c'est vraiment quelque chose à limiter de manière vraiment maximum. Donc, c'est avoir des méthodologies qui sont transparentes, des équipes qui les créent, qui soient au-delà de tout conflit d'intérêts, et puis pas de modèle économique. Le modèle économique, c'est la santé publique, c'est pas autre chose. Alors justement, sur le Nutri-Score, par exemple, certains lui reprochent notamment de ne pas prendre en compte la présence d'additifs ou de mal noter des produits riches en matières grasses. Comment, finalement, on arrive à trouver la bonne note? Le Nutri-Score, en fait, indique la densité nutritionnelle des produits. Et comme son nom l'indique, il s'intéresse à la nutrition, pas aux additifs et à l'ultra-transformation qui sont, dénotés par le Nova. Après, l'équipe du Nutri-Score est justement en train de se demander si elle peut combiner ce côté ultra-transformation avec le côté nutritionnel. Là, on est déjà sur une version du Nutri-Score V2 qui va dégrader pas mal de produits. C'est-à-dire que typiquement, les bonnes huiles, comme par exemple l'huile d'olive, sont mieux notées que certaines huiles moins qualitatives, comme l'huile de colza. Donc, il va y avoir des ajustements. Typiquement, les boissons lactées qui sont très sucrées vont voir leur note baisser. Des céréales du petit déjeuner qui avaient fait des efforts, mais qui restent quand même pas très bonnes pour la santé, vont également voir leur note baisser. Donc, c'est un jeu aussi de resserrage de vis régulier. Au fur et à mesure où l'industrie s'améliore, les scores peuvent devenir plus stricts. Et c'est vraiment un processus itératif. Au fur et à mesure où la science progresse, les scores peuvent prendre en compte de plus en plus de dimensions et peuvent se renforcer. Vous êtes précurseur sur le sujet et c'est d'ailleurs sur votre base de données que s'appuie un bon nombre de solutions comme Yuka, pour ne citer qu'elle. Qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème qui se développe sur le sujet? Alors nous, on est très heureux d'avoir permis l'éclosion de cet écosystème entre 2012 et 2019. On a collecté ces données patiemment avec une communauté formidable et à partir de 2018-2019, il y a commencé à avoir vraiment un effet boule de neige en France. Aujourd'hui, on a plus de 200 applications qui réutilisent la donnée. Donc ça va des balances de cuisine connectées de Terraillon à Yuka qui a pu démarrer grâce à Open Food Fact. Maintenant, comme c'est une start-up, ils ont créé leur propre base de données à part, mais on a des fleurons français comme par exemple Foodvisor qui mélangent l'intelligence artificielle et Open Food Fact, voire même des applis étrangères. Par exemple, on a une appli qui s'appelle MacroFactor en ce moment, qui du coup non seulement permet à ses utilisateurs de résoudre un problème bien particulier, mais également contribue à alimenter et à mettre à jour cette base de données partagée. Donc, on a les applications généralistes et puis après, ça va rendre possible aussi des applications plus niches. Par exemple, on a des applis pour les diabétiques, pour les femmes enceintes. Et ça, créer sa propre base de données, c'est un peu compliqué. Donc, OpenFact est à la fois une appli, un site, mais également une ressource pour les autres. Et enfin, et ça, c'est peut-être les réutilisations dont on est le plus fier, ça permet aussi aux chercheurs, donc typiquement l'équipe du Nutri-Score, l'équipe du professeur Montero, de pouvoir valider leur score de manière scientifique et à très très grande échelle, parce qu'en fait on est le plus gros entre guillemets supermarché mondial, et puis aussi au gouvernement, aux autorités publiques, de pouvoir prendre des décisions qui sont basées non pas sur des impressions, mais sur de la donnée. Et donc, on est très fiers aussi de pouvoir permettre d'alimenter, de nourrir les politiques publiques. Nous, notre rêve, c'est pas qu'Open Food Fact persiste ad vitam aeternam. Dans notre rêve, dans un monde parfait, en fait, les scores sont affichés face avant des produits. Donc, le Nutri-Score, un score environnemental, et les gens peuvent choisir en 5 secondes qu'ils soient connectés ou pas. Est-ce que ça a un impact aussi sur les producteurs, les distributeurs? Comment eux s'emparent du sujet? Est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu ou est-ce que ils ont un petit peu reculons parce qu'on les oblige à ça? Alors en fait, il y a un peu de tout chez les producteurs. Ce que les producteurs nous disent, c'est qu'ils reformulent leurs produits. À cause du Nutri-Score, ou grâce plutôt au Nutri-Score, ils vont réduire le gras, le sel, le sucre pour pouvoir monter d'une lettre. Et donc il y a vraiment un effet vertueux
alimenté par Open Food Facts, c'est-à-dire qu'on l'affiche sur tous les produits, même ceux qui veulent pas afficher le Nutri-Score depuis 2015. Et donc les producteurs regardent Open Food Facts, se disent mon concurrent est mieux noté, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon produit? Et ça, on a mis en place une plateforme pour les producteurs pour les aider à aller faire ça. Donc c'est totalement gratuit, on est une association, donc on vend rien à personne, mais voilà, on va leur dire là il y a une opportunité de reformulation en réduisant de 0,10 g le sel, vous pourriez passer de Nutri-Score C à Nutri-Score B. Donc on aide d'une part les producteurs à s'améliorer, et puis après il y a des producteurs qui jouent plus ou moins le jeu. En réponse sur les questions de forme, nous on a choisi le côté associatif aussi parce que ça permet une pérennité sur des sujets très importants comme l'alimentation et de faire des revirements comme on a pu le voir par exemple sur des producteurs. Parce que du coup, effectivement, le modèle associatif, vous êtes basé sur la collaboration de bénévoles qui participent à alimenter cette base de manière très récurrente et partout dans le monde. Voilà, c'est-à-dire que le modèle associatif, en fait, on a fait croître Open Food Facts et le Nutri-Score de 2012 à 2019 avec 600 € de budget annuel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable avec uniquement du bénévolat. Donc depuis, on a une petite équipe permanente parce qu'à un moment donné, Santé publique France s'est rendu compte qu'on avait un rôle systémique dans le changement nutritionnel en France et s'est dit il faut quand même les soutenir pour assurer la pérennité. Donc maintenant, on a différents mécènes, Santé publique France, mais aussi l'Europe, des fondations privées, etc. Mais le modèle associatif est cœur parce qu'on pourrait pas faire tout ce qu'on fait sans la communauté. On a des gens qui font du machine learning de manière communautaire, on a des gens qui font du développement informatique, du marketing de manière bénévole sur leurs soirées et week-ends, et on a bien évidemment tous les contributeurs qui vont prendre une photo de la nutrition, une photo des ingrédients, et qui vont contribuer à renforcer et à actualiser ce bien commun qu'est Open Food Facts. Alors, tu parlais de changement systémique. Vous êtes aussi à l'origine d'Open Beauty Facts pour la cosmétique, d'Open Product Facts en faveur de l'économie circulaire. Et apparemment, ce que tu me disais, que vous travaillez sur une appli universelle pour avoir des alternatives bons pour soi et la planète à tout acte d'achat. Est-ce que, en conclusion, tu peux me dire les prochains chantiers qui vous élargissent un petit peu du champ alimentaire, mais qui finalement rentrent dans une économie circulaire au global? Alors, ce qui est amusant, c'est que en fait, Open Pet Food Fact pour les animaux et Open Product Fact, c'était initialement des poissons d'avril qu'on avait lancés. Mais en fait, on s'est rendu compte avec les années que la majorité des produits qu'on consomme, en fait, finissent à la décharge dans un temps très réduit, soit parce qu'on en veut plus, soit parce qu'ils répondent plus à nos usages. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rediriger les actes d'achat vers des actes circulaires, d'aider les gens à réparer, réemployer les produits pour réduire leur impact sur l'environnement. Donc ça, c'est Open Product Fact qu'on va relancer très bientôt et on pourra avoir l'impact carbone des produits et puis les options circulaires. Si on veut un smartphone, pourquoi ne pas aller vers un smartphone de seconde main, par exemple. Donc on a Open Product Fact, on va aussi relancer la cosmétique et l'alimentation animale en parallèle, avec à chaque fois l'idée de collecter la donnée et puis d'ajouter des choses qui peuvent être utiles aux consommateurs pour vraiment avoir une vision complète, holistique de la consommation et même avec les prix. On est en train, par exemple, on a un projet qui s'appelle Open Prices pour permettre de mesurer les questions d'inflation. On est en train aussi de se poser des questions sur la shrinkflation, la chifflation, tous ces termes barbares qui sont liés à l'inflation. Donc voilà, on a beaucoup de projets pour les années à venir. Eh bien, écoute, tu seras le bienvenu pour en parler dans ce podcast. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, Pierre. À bientôt.